il est temps pour nous d'aborder la notion de ménage initial. Le ménage initial, premièrement, il n'est pas obligatoire. Vous n'êtes pas absolument tenu de le faire, euh, mais c'est quelque chose qui peut être pertinent parce que ça va vous permettre d'alléger votre système et de le délester des contenus qui viennent par défaut. Une règle de base existe en informatique et en gestion dans d'autres domaines, c'est que si vous ne vous servez pas de quelque chose, c'est mieux de ne pas le traîner dans votre système. Si votre système n'a pas besoin de certaines fonctionnalités à un moment donné, parfois c'est mieux de juste supprimer ces fonctionnalités-là parce que tout ce que vous gardez dans votre système, il va falloir à un moment donné que vous le gériez de manière active ou de manière passive. Le gérer, c'est quoi? C'est si jamais il y a des mises à jour, il faut vous assurer que ces éléments-là sont également mis à jour ou alors qu'ils ne vont pas handicaper votre système suite aux mises à jour. Si jamais il faut évaluer les vulnérabilités de votre système, il faudra également évaluer les vulnérabilités de ces éléments-là que vous n'utilisez pas parce que comme ils sont dans votre système, ils peuvent être des portes d'entrée dans votre système et tant qu'ils sont là, ils occupent de l'espace, ils occupent éventuellement d'une façon ou d'une autre des ressources, ça peut être de la mémoire, ça peut être plein de choses. Donc au départ, quand vous avez un système tout neuf, ça n'a pas vraiment d'impact, mais lorsque vous commencez à rajouter des choses dans votre système, ou alors lorsque votre système commence à avoir un certain nombre d'années, ces petites choses-là pourrait, je préfère parler au conditionnel, pourrait causer du tort ou alors être source de problèmes non identifiés. Donc si vous voulez éviter cela, ça pourrait être une bonne chose de les effacer. Et pour ne pas oublier, c'est mieux de les effacer avant de commencer quoi que ce soit d'autre. Alors, parmi les choses qu'il faut faire, il faut effectuer les mises à jour. Bon, ça c'est au niveau du ménage initial, mais les mises à jour, ça c'est quelque chose qu'il faudra faire de manière continue. Alors si on revient ici dans notre tableau de bord, si vous vous rappelez la vidéo qui était relative à la présentation générale, on pouvait voir les mises à jour à partir de la barre du tableau de bord, la barre supérieure du tableau de bord ici. On pouvait également dans la section tableau de bord aller dans la sous-section mise à jour. Tout ça c'est pareil. Alors, les mises à jour peuvent concerner, comme on l'a dit, 4 niveaux. WordPress, qui est le cœur de votre système. Les extensions, qui sont les fonctionnalités que vous greffez à votre système. Les thèmes, qui définissent l'apparence et parfois même certains comportements de votre thème. Ainsi que les traductions, si jamais vous êtes sur une version non anglaise de WordPress. Dans notre cas, à l'heure où nous parlons, il nous indique que nous avons la dernière version de WordPress. Si vous avez suivi ces cours depuis le début, vous vous rappellerez probablement que nous avons téléchargé une version à jour, la dernière version stable de WordPress, donc c'est pour ça que nous sommes à jour. Au niveau des extensions, nous n'en avons qu'une seule qui, comment dire ça, qui nécessite une mise à jour. Et soit dit en passant, dans ce que nous allons faire un peu plus tard, nous n'aurons pas besoin de cette extension. Mais comme elle est X dans notre système, vous voyez, il faudrait qu'on la mette à jour. Si elle n'était pas dans notre système, on n'aurait pas eu besoin de la mettre à jour. Donc on aurait pu même gagner en temps. C'est la raison pour laquelle quand vous faites le ménage initial, les éléments dont vous ne vous servez pas, c'est mieux de les supprimer. Parce que même en termes de maintenance, ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Bon, nous allons faire comme si ça fait partie des éléments qui nous intéressent. On va donc sélectionner. Si on en avait plusieurs, vous aurez pu tous les voir ici et vous pouvez les sélectionner les uns après les autres. Ou alors vous pourriez tout simplement cliquer sur l'onglet, la case à cocher, tout sélectionner et sélectionner toutes les extensions qui auraient été ici là. Et il vous suffit de cliquer sur mettre à jour. Lorsque vous développez en local, je précise bien que c'est en local, il peut arriver, dépendamment de votre configuration, que lors de la mise à jour d'une extension, d'un thème, ou lors d'une tentative de suppression d'un thème ou d'une extension, que vous tombiez sur une interface comme celle-ci qui vous demande de remplir
des paramètres de connexion FTP pour pouvoir effectuer l'opération. Ça peut être facilement corrigé. Pour cela, il vous suffit, je dis bien ça c'est en local, ce sera très rare que ça arrive si vous hébergez votre travail chez des hébergeurs. Alors pour corriger ceci, c'est assez simple. Vous allez dans votre dossier web, dans le cas où vous développez sur une distribution Linux, ce sera probablement var 3w, et avec les nouvelles versions var 3w HTML. À l'intérieur de ce dossier web, vous localisez le dossier où sont conservés vos fichiers de site web. Notre site web, c'est une étape à la fois. Donc, on va aller chercher dans le dossier une étape à la fois. À l'intérieur de ce dossier, il y a un fichier qui s'appelle WordPress config. Donc, c'est wp config, le voici. Vous essayez de le localiser. Et là, vous l'ouvrez avec un éditeur de texte, comme celui-ci. Alors, chez moi, c'est Pluma. Vous pouvez avoir Nano, vous pouvez avoir Atom, Sublime, peu importe. Le plus important, c'est que ce soit un éditeur de texte. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons rajouter à l'intérieur de ce fichier-ci une commande qui va indiquer au système de ne plus nous troubler lorsqu'on veut faire des mises à jour. Alors, pour cela, vous pouvez le mettre à peu près, je dis bien à peu près n'importe où, pourvu que ce soit avant la ligne commentée qui s'intitule That's all, stop editing, happy publishing. Donc vous pouvez le mettre à peu près n'importe où ici avant. Je vous recommanderais de le mettre juste avant cette ligne-ci. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de créer un peu d'espace. Et là, on va rentrer une commande. Donc je vous recommanderais, je ne vais pas entrer dans les détails pour expliquer le pourquoi du comment, mais saisissez simplement cette instruction-ci, define. Vous ouvrez la parenthèse. Bon, ça dépend après de votre nomenclature en programmation. Dans ce fichier WordPress, après la parenthèse, on met un espace, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Vous ouvrez les côtes. Vous saisissez fs underscore méthode. Oups, désolé. fs underscore méthode, comme ceci. Vous fermez les guillemets. Vous mettez une virgule. Vous mettez un espace. Vous ouvrez encore les guillemets. Vous saisissez direct, comme ceci. Vous fermez la côte. C'est pas les guillemets, c'est la côte simple. Vous fermez la parenthèse. Vous mettez un point virgule. Donc, define. Vous ouvrez la parenthèse, côte fs underscore méthode, vous fermez la côte, virgule, espace, vous ouvrez une autre côte, vous mettez direct, vous fermez la côte et vous fermez la parenthèse. Bon, je vais faire comme ceci. Ça, c'est juste cosmétique, hein, les espaces que je rajoute là. J'aurais pu les laisser comme ceci, que ça aurait toujours marché. Mais pour des raisons cosmétiques, je vais laisser tel quel. Alors, lorsque vous avez terminé, vous enregistrez le fichier. Vous pouvez le fermer. Et là, vous pouvez revenir et actualiser. Et lorsque vous allez actualiser, il va revenir à la page et vous pouvez faire ce que vous voulez faire. Dans notre cas, on avait sélectionné les extensions et on voulait les mettre à jour. Et là, maintenant, la mise à jour se déroule comme prévu. Et lorsqu'on finit la mise à jour, on peut toujours repartir au niveau de des mises à jour, mais vous pouvez déjà constater ici qu'il ne nous signale plus de mise à jour de plugin dont apparemment tout est fini. Donc soit vous revenez sur la page des extensions, soit vous revenez aux mises à jour. C'est ce qu'on va faire parce que nous sommes en train de faire les mises à jour. On revient et là vous pouvez constater que au niveau du cœur, nous avons déjà la dernière version, donc c'est pas nécessaire. Au niveau des extensions, dans notre cas, elles sont toutes à jour. Au niveau des thèmes, c'est pareil, ils sont tous à jour. Au niveau des traductions, ils sont tous à jour. Alors, la prochaine chose à faire, c'est de supprimer tous les contenus qui ne sont pas pertinents. Parce que lorsque vous installez, comment ça s'appelle, WordPress,
pour vous aider, pour vous guider, surtout si vous n'avez pas déjà eu à l'utiliser. Il vous fournit des contenus qui vous donnent un peu le gabarit, qui vous permettent de commencer quelque part sans être totalement perdu. Mais si vous avez une certaine expérience, bon, ce n'est pas vraiment nécessaire. Et comme je vous le dis, plus vous gardez de choses et plus vous serez à un moment donné ou à un autre appelé à gérer ces choses, à les mettre à jour, etc. Donc, nous allons supprimer ces contenus-là qui ne sont pas pertinents, par exemple parce qu'on ne va pas les utiliser. Donc, on va aller dans l'ordre ici, mais c'est pas obligé, vous pouvez aller dans n'importe quel ordre. On va commencer par les articles. Donc, dans la section articles, on va afficher tous les articles et on peut se rendre compte que il y a un article intitulé Bonjour tout le monde qu'ils ont créé. Alors, le titre c'est Bonjour tout le monde, le contenu c'est Bienvenue à WordPress, ceci est votre premier article, modifiez ou supprimez-le, puis commencez à écrire. Décidément quelque chose dont nous n'aurons pas besoin. Nous allons donc cliquer ici sur Corbeille. Et ce qu'il y a d'intéressant avec WordPress, c'est qu'il y a une corbeille système, ce qui fait que l'article n'est plus disponible. On va fermer ceci. L'article n'est plus disponible dans le système, donc si j'actualise ici, l'article qui était affiché n'est plus là, mais il n'a pas totalement disparu, donc je peux toujours repartir dans la corbeille et le rétablir pour qu'il revienne là où il était. Donc si je le rétablis, là comme ceci, il va revenir et si je l'actualise ici, l'article revient. Donc vous pouvez supprimer et sans vraiment paniquer parce que si vous supprimez, ce n'est plus visible sur le site web, mais c'est toujours disponible dans la corbeille. Ceci dit, vous pouvez vous diriger dans la corbeille et supprimer définitivement. Auquel cas, bon, ben, ça aura complètement disparu, vous ne pourrez plus le retrouver, à moins que vous jouiez, que vous ayez des bases, des sauvegardes, blablabla, bla, 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 ou que vous recréiez l'élément en question. Bon, nous, on va le supprimer, on n'en a vraiment pas besoin. Alors, nous en avons terminé avec les articles. Nous allons nous diriger au niveau des pages, toutes les pages. Nous avons 2 pages qui ont été créées. Nous allons toutes les sélectionner. On suppose qu'on n'en a pas besoin. Si vous avez besoin de ces éléments, restez avec. Mais nous, dans notre cas, on n'en a pas besoin. Donc, voici une page d'exemple. C'est ce qu'ils avaient créé. On ne va pas du tout nous en servir. Donc, on sélectionne ces articles-ci. Le fait de cliquer ici me permet de sélectionner directement tous ces articles. Ou alors, j'aurais pu les sélectionner un à la fois. OK. Et aussi, au niveau des actions groupées, on va prendre déplacer vers la corbeille et on va cliquer sur appliquer. Ça revient à cliquer sur corbeille ici, puis cliquer aussi sur corbeille là. Alors les deux sont allés dans la corbeille, on va aller dans la corbeille, on va les sélectionner, on va les supprimer définitivement. Mais pour que ça soit vraiment supprimé, il faut cliquer sur appliquer là. Ils ont été supprimés. Il y avait des commentaires de base. Ah oui, soit dit en passant, lorsque un commentaire est associé à un article et que vous supprimez l'article, bon, ben, le commentaire disparaît parce que le commentaire n'a pas de raison d'être si l'article auquel il est rattaché n'est pas là. Donc, ça a été supprimé. Au niveau des apparences, venez, on va aller au niveau des thèmes. Alors, vous voyez, nous avons 3 thèmes différents. Mais comme je vous l'avais expliqué en introduction, même si vous avez 5 millions de thèmes, vous ne pouvez en utiliser qu'un à la fois. Ça fait que celui qui est activé, c'est 2020 en ce moment, mais 2019 et 2017 sont quand même là. Et vous avez vu au niveau des mises à jour, les mises à jour s'effectuent à 4 niveaux, dans notre cas. Au niveau du cœur, au niveau des extensions, au niveau des thèmes, au niveau des traductions. Ça veut dire qu'à un moment donné, chacun de ces thèmes-là, il faudra les mettre à jour, même si vous ne les utilisez pas. Alors ces mises à jour, c'est du temps, c'est des risques potentiels si jamais il y a des infections, des vulnérabilités. C'est également de l'espace. Ça ne prend pas tant d'espace que ça, mais à un moment donné, même quelques mégas, ça peut être pertinent. Alors, ce qu'on fera, ce que je vous recommande de faire, c'est de supprimer les thèmes dont vous ne vous servez pas, mais laissez quand même un thème par défaut, parce que même si vous installez votre propre thème, il se peut un jour, à cause d'une mise à jour ou de je ne sais trop quoi, que ce thème-là ne fonctionne pas si bien que ça. Et si jamais un thème est bloqué ou ne fonctionne pas normalement, ce qui se passe, c'est que WordPress essaye parfois
d'utiliser un des thèmes par défaut qui sont là. Ça fait que vous aurez quand même votre contenu. Il n'aura peut-être pas la même forme, la même présentation et tout, mais il sera quand même là, quand même accessible également. Bon, il y a des gens qui sont un peu plus extrêmes que moi, qui suppriment tous les thèmes, même s'ils ont installé leur propre thème qui ne fait pas partie des thèmes par défaut. Bon, ça c'est à vous de voir. Alors pour supprimer un thème, comme par exemple 2017, on sélectionne le thème, et dans la boîte de dialogue qui en fait la description, vous cherchez le lien supprimer, vous cliquez dessus. Vous validez, là, et on va faire pareil pour 2019. On clique sur le bouton supprimer, et on valide dans la boîte de dialogue. Ça fait que il ne nous reste plus que le thème 2020, qu'éventuellement nous allons supprimer. Extension, c'est pareil. On vient dans la section extension, on choisit la commande extension installée. Et nous allons voir toutes les extensions qui sont là. Dans notre cas, nous avons deux extensions. Elles ne sont même pas activées. Mais par exemple, tout à l'heure, vous avez vu, on a dû mettre à jour celle-ci. On ne l'utilise pas, mais il faut quand même qu'on en assure la maintenance. C'est autant de choses qui font en sorte que si vous ne vous servez vraiment pas de quelque chose, c'est mieux de le supprimer. Bon, dans certains cas, vous pourriez ne pas vous servir d'une extension temporairement pour tout un tas de raisons et puis vous allez l'utiliser par la suite. Bon, vous pouvez les laisser désactiver et puis les gérer par la suite. Bon, ben, dans notre cas, on va juste supprimer. Donc, on les sélectionne toutes. Dans les actions groupées, on va prendre supprimer et on va appliquer. Soit dit en passant, si jamais ces extensions étaient activées, on n'aurait pas pu être capable de les supprimer directement. Si une extension est activée, avant de la supprimer, il faut d'abord la désactiver. Et une fois qu'elle est désactivée, vous pouvez la supprimer. Dans notre cas, on peut directement les supprimer parce qu'elles ne sont même pas activées, donc c'est correct. On va cliquer sur appliquer et ça va être supprimé. Contrairement aux articles et contrairement aux pages, les extensions et les thèmes n'ont pas de corbeille. Donc, si vous supprimez une extension ou un thème, vous ne pouvez pas aller dans une espèce de corbeille pour après restaurer ou faire quoi que ce soit. Dès que vous supprimez, ça quitte directement votre système. Ce qui fait que si à un moment donné vous en avez encore besoin, il va falloir les réinstaller à nouveau. Ok. Vous pourriez également faire le ménage au niveau des utilisateurs éventuellement. Il se peut que vous ayez plein d'utilisateurs là. Et que à un moment donné, certains ne sont plus actifs ou quelque chose. Bon, ça dépend de vos politiques d'utilisation et tout. Très bien. Donc, qu'allons-nous faire d'autre? Alors, ce que nous allons faire d'autre parmi les étapes initiales là, parmi les configurations initiales, c'est qu'on peut également configurer notre propre profil. Donc on va aller ici dans votre profil. Quand vous avez créé votre nom d'utilisateur, c'est lui qui est utilisé pour afficher un certain nombre de choses. Donc par exemple ici, il dit salutations, bienvenue, qui est mon nom d'utilisateur. Alors ça peut être intéressant pour vous. Et si jamais vous créez peut-être un article ou une page, ça va apparaître dans le système comme ayant été créé par le nom qui est affiché ici. Là. Ça veut dire que si je crée par exemple une page sur ce site-ci, il va dire, par exemple ici, vous voyez, cet article qui fut là, qui fut jadis sur ce site web, il est indiqué, a été créé par bienvenue. Alors si votre nom d'utilisateur est suffisamment pertinent, ça peut aller. Bon, j'ai pris bienvenue comme nom d'utilisateur parce que c'était fantastique et ça n'avait rien à voir avec le site web. Mais ça peut être pertinent d'avoir un nom d'utilisateur qui cette fois, en fait, avoir une présentation qui reflète le nom de votre site web. C'est différent du nom d'utilisateur. Alors le nom d'utilisateur, il reste bienvenue dans notre cas. Mais ici, là, on va lui donner une identité plus complexe. On va l'appeler donc une étape. Et le nom, ce sera à la fois. Bon, ça c'est un jeu de l'esprit, ce que je suis en train de faire. Et ici, là, nom à afficher publiquement. C'est très important parce que c'est ce nom, c'est la valeur que vous allez sélectionner ici qui va être affichée là, mais qui va être également affichée ici, là, au niveau
des identités de l'auteur, de celui qui a écrit l'article. Donc si je prends ici non affiché publiquement, c'est une étape. Vous pouvez constater que ici, là, en haut à droite, il dit salutation une étape. Parce que pour lui, je m'appelle une étape. Et si jamais cet article existait encore, il aurait mis ici, là, par une étape. Parce que je lui ai dit que le nom qu'il doit afficher publiquement partout sur le site web, c'est une étape. Là, une étape ici, ça correspond au prénom, d'après ce que je viens d'écrire là. Mais j'aurais pu lui dire d'afficher plutôt le nom. Donc, je m'appelle à la fois. Salut à la fois. Ici, ça aurait été par à la fois, etc. Ou alors, vous pouvez prendre nom, prénom. Salut, une étape à la fois. Bonjour, une étape à la fois. Et là, ça aurait été par une étape à la fois, etc. Donc, c'est à vous de voir comment est-ce que vous allez jouer en fonction de comment est-ce que vous remplissez le prénom, le nom ici, et la manière dont vous voulez que ce soit combiné ici à l'intérieur. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le nom que vous allez sélectionner ici, l'identité ou l'affichage que vous allez sélectionner ici, il va être répertorié là. Mais là, c'est une vue interne. Vous êtes le seul à voir cette salutation. Mais également sur les identités de ceux qui publient les articles, sur les auteurs. Ça va être également featured, affiché à cet endroit-là. Alors, vous pouvez rajouter des éléments biographiques. Si vous avez un blog, ça peut être pertinent parce que à la fin du blog, il y a une espèce de signature électronique qui apparaît avec votre photo et certains renseignements bibliographiques. Donc, si vous voulez que les gens en sachent plus sur vous, vous pouvez remplir cette information ici, là, mettre également le lien vers votre site web. Donc, on va le faire hein, pour que vous compreniez bien comment ça marche. Alors, site web, https://sokawakata.com. Et ici, là, on va dire une étape à la fois. 3 points de suspension. Bon, on imagine tout le texte qui peut avoir lieu là. Illustration de profil, on ne va pas entrer dans ça aujourd'hui, mais vous pouvez changer votre, comment est-ce qu'on appelle ça? Votre avatar. Pour ça, il faudrait que vous ayez un compte sur Gravatar et WordPress.com. Bon ben, ce sera pour une autre fois. On va donc valider. Autre chose que j'aime également faire, c'est changer le thème ou alors la couleur de l'interface d'administration. Surtout quand je suis administrateur. Donc, je peux prendre par exemple lever du soleil, parce que Sokawakata, Japon, soleil levant, bon bref. Mais vous pouvez choisir ce que vous voulez. Et puis, vous n'êtes pas obligé de le faire non plus. C'est que par défaut, l'interface de WordPress est sombre, comme vous le voyez. Donc, si jamais je me connecte dans une interface et que je vois que c'est rouge comme ça, je sais que je suis dans une interface d'administration. Ça, c'est moi personnellement. Ça, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Et le cas échéant, ça peut attirer votre attention pour que vous fassiez un peu plus attention. Mais en principe, vous devriez faire attention tout le temps. Donc, ça dépend de vous. Vous pouvez également changer ça tout simplement parce que vous trouvez que, par exemple, l'interface en bleu, c'est plus beau, ou en café, c'est plus beau, ou en minuit. C'est vraiment comme vous voulez. Ça, ce sont des détails. Alors, moi, par définition, je vais laisser lever du soleil. Et lorsque vous êtes prêt, vous pouvez mettre à jour votre profil. Alors, ce ménage initial, en général, vous le ferez principalement au début, mais certaines actions qui font partie du ménage, vous pourrez les faire régulièrement. C'est le cas des mises à jour, qu'il faudra veiller à réaliser de manière régulière. Dépendamment du trafic que vous avez sur votre site web, vous allez évaluer. Ça peut être de plusieurs fois par jour, bon peut-être pas par jour, plusieurs fois par semaine, à quelques fois par mois. Ça dépend de vous, mais je ne vous recommanderais pas de rester plus d'un mois sans faire les mises à jour dans votre système, parce que parfois, les mises à jour s'accumulent, et si vous faites de grosses mises à jour en une fois, il se peut que certaines fonctionnalités se cassent, ne fonctionnent plus bien, ou alors ne s'intègrent pas bien, et puis ça crée des dommages sur votre site web. Donc ne laissez pas de trop grandes périodes de temps entre chacune de vos mises à jour. D'une part. Et autre chose que vous pourriez également faire régulièrement, c'est le ménage au niveau des extensions.
Parce que au cours de la vie de votre site web, parce qu'il y a de nouvelles extensions qui apparaissent tout le temps, certaines sont meilleures que les autres, plus performantes, etc. Parce que également les besoins de votre site web et de vos clients évoluent, il est probable qu'à certains moments, vous installiez de nouvelles extensions qui sont meilleures ou différentes de celles que vous aviez déjà. Et si vous ne faites pas attention, vous aurez une forêt d'extensions avec beaucoup qui sont désactivées. Et comme vous avez pu le constater, même si elles sont désactivées, il faut quand même les maintenir, les mettre à jour. Elles restent des menaces potentielles parce que si elles ont des vulnérabilités, ça peut être exploité pour attaquer votre site web. Donc si vous ne vous en servez pas, vous les vous effacez tout simplement. Ce que j'aime également faire, c'est si vous avez un bon navigateur pour cela, c'est que de temps à autre, je prends une photo des extensions qui sont installées. Parce que parfois, vous avez des extensions, vous ne les utilisez plus pour une raison ou pour une autre, mais elles faisaient quelque chose qui vous intéressait. Et puis, vous ne retenez pas nécessairement le nom de toutes vos extensions. Alors, je prends souvent une photo des extensions et je classe ces photos par date. Ce qui fait que si à un moment donné, j'ai supprimé les extensions et puis je voudrais retrouver une de celles que j'avais utilisées, bon ben, je peux toujours me baser sur ces photos-là pour les retrouver.